Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h54. Je suis là en train de patienter, je commence un webinaire ce soir. Bah, c'est pas véritablement un webinaire, puisqu'un webinaire, je pense que c'est surtout dans l'échange avec les autres. Là, c'est pas du webinaire, c'est plutôt une présentation, je dirais, des positions sur différents sujets. Et là, ce soir, c'est quel enseignement tirer de la crise Covid-19 pour l'hôpital public. Et donc voilà. Et donc bon, je vais démarrer là dans quelques minutes. J'ai 20 minutes pour exposer mon point de vue. Hein. C'est plus une exposition de point de vue parce que là, il n'y a pas d'échange véritablement. Il y a un souci avec l'application. Je ne sais pas si c'est l'application ou... bon, bref, en définitif... il y a des personnes qui semblent être inscrites, mais il doit peut-être avoir un problème justement par rapport à Leftstorm. Donc, bon, il faut que je regarde, mais voilà. Ça va demander du temps, mais bon, je vais voir ça à date ultérieure. C'est pas une priorité pour le moment. Donc, je fais cette vidéo ce soir sur les enseignements de la crise que l'on a vécue et que l'on vit aujourd'hui. Crise structurelle, et crise fonctionnelle, mais crise aussi, je dirais, crise de solidarité également. Crise de solidarité, et puis je pense que c'est le plus grand enjeu finalement de cette crise sanitaire, c'est comment nous allons pouvoir construire notre cohésion sociale, sanitaire, différemment. Voilà, donc 20 minutes sur ce sujet. Bon, allez, c'est parti, j'accède. Parce que 20 minutes, c'est 20 minutes. Et bon, en plus de ça, sur 20 minutes, je pourrais pas trop laisser les personnes pouvoir échanger avec moi. Micro est coupé, activez votre micro. Ok, c'est bon. Je pourrais pas en 20 minutes parce que être dans l'échange avec d'autres, parce que c'est court et que souvent les sujets sont particulièrement complexes et j'ai souvent très peu de temps finalement pour exposer mon point de vue. Donc voilà, c'était pour ça que si en prenant une formule, ça serait peut-être autrement. Mais bon, là c'est parti. 20 minutes avec dynamisme. N'empêche, c'est pas épuisant, mais sur le plan psychologique, c'est vrai qu'il y a 20 minutes où il faut être durant 20 minutes concentré sur son sujet, sur ce qu'on dit. Et c'est pas évident du tout. Hein, c'est pas du tout évident justement de rester concentré sur 20 minutes continues sur un sujet et que ça construire sa pensée, parce que souvent je mets des notes mais en fait je construis oralement ma pensée lorsque je parle, et garder 20 minutes comme ça de construction de pensée en continu sur un sujet, c'est pas en essayant de ne pas bugger, bafouer et tout, donc c'est pas du tout évident. Et c'est un peu à la fin des 20 minutes, genre, je suis bien fatiguée. Je me demande si j'ai tout dit, mais je suis bien fatiguée. Donc voilà. Ça commence à... Ah, avec une bonne canette de coca, ça ne m'aurait pas fait mal là, parce que j'étais plongée dans mes analyses et tout. Et souvent je me dis, bon, des fois c'est bien de parler aussi avec le cœur et sans forcément lire les notes. Lire les notes
Parce que en lisant les notes, peut s'écarter finalement de ce qu'on veut véritablement, ce que je voudrais véritablement dire. Je veux véritablement dire. Donc, c'est bon, ça va commencer à adapter la formation. Donc, quelques minutes, c'est parti. Je serai toute seule comme je ne m'attends pas à... J'ai changé l'horaire parce que je n'ai pas eu le temps de me préparer pour 19h. Donc voilà, c'est parti. Allez, je démarre l'événement. Un webinaire, c'est une vidéo de présentation. Donc bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 12 août 2021 et il est 21h. Donc je ne veux pas dire que c'est un webinaire, parce qu'un webinaire pour moi c'est aussi partage, échange et puis voir aussi les autres pouvoir être dans l'interaction. Là c'est une vidéo en direct que je fais sur le sujet suivant: quels enseignements tirer de la crise Covid-19 pour l'hôpital public. Crise dans laquelle nous nous trouvons toujours. Hier, le 11 août 2021, il y avait 1745 personnes en réanimation. C'était un chiffre lié à Covid-19. C'est un chiffre qui est quand même qui est très élevé pour une crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an maintenant. J'ai voulu souhaiter aborder ce sujet, donc j'ai rédigé cette thématique de sujet pour essayer de porter une analyse, je dirais, sur le parcours justement que nous avons tous et toutes eu durant cette année, l'année passée, et le positionnement qu'a eu l'hôpital public qui, je pense, a subi beaucoup plus les conséquences de cette crise sanitaire en raison des difficultés, que ce soit structurelles ou fonctionnelles, en amont même de la crise sanitaire. Et la crise arrivée, je pense que pour beaucoup d'institutions, il a fallu s'adapter, trouver les moyens de s'adapter, mais c'est particulièrement compliqué pour un secteur qui était déjà en crise auparavant, notamment sur le pôle des pôles d'urgence qui sont à 77% menés par le secteur public qui gère 77% en France du pôle d'urgence, d'accueil d'urgence. Donc, ce que je pense qu'on peut tirer déjà par rapport à l'analyse, le recul que nous avons de cette crise sanitaire, c'est déjà la visibilité par rapport à la population la plus impactée par cette crise sanitaire, puisque sur les 50 ans et plus, ça représente 90% des personnes décédées. Ce qui veut dire que la population cible, donc la population qui a connu le plus de décès, ce sont des personnes, majoritairement les personnes âgées. Je pense que ces chiffres et ces éléments d'information auraient été très très importants à analyser en amont pour pouvoir savoir quelle stratégie mettre en œuvre justement face à cette crise sanitaire, et notamment quelle stratégie en milieu hospitalier également mettre en œuvre. Ce recul, aujourd'hui, je ne sais pas si finalement on en a tiré les leçons, mais la réalité c'est que finalement dans cette crise où tout le monde se cherchait les moyens d'assurer sa propre protection, les personnes âgées qui étaient le public le plus impacté finalement par cette crise sanitaire ont certainement été les plus oubliés, notamment dans les EHPAD. Et donc les conséquences ont été importantes et particulièrement graves.
Donc, pour pouvoir, parce que j'ai 20 minutes, ça va très vite. Donc, j'ai scindé en deux parties donc les enseignements d'une part sur une vision, je dirais, structurelle de l'hôpital public et du fonctionnement global, et sur une vision plus fonctionnelle de l'hôpital public. Donc, sur la partie structurelle, je pense que un des grands enseignements de cette crise sanitaire, c'est que bien en amont de la crise sanitaire, l'organisation était particulièrement monolithique, figée, et les institutions, les hôpitaux travaillaient de manière quasi cloisonnée, même si en 2016, avec les groupements hospitaliers de territoire, la GHT, on a pu voir se mutualiser comme des compétences, des pôles de performance donc au sein des différents établissements publics de santé. Concrètement, dans la réalité, hors ces pôles qui ont eu des effets peut-être bénéfiques, mais aussi moins bénéfiques. Mais la réalité, c'est que dans l'organisation même qui est faite, que ce soit au sein de l'hôpital public ou l'hôpital public avec l'hôpital privé ou l'hôpital public avec les autres types d'établissements comme les ESPIC, eh ben, la collaboration n'y était pas et la coopération n'y était pas. Nous sommes arrivés en 2020, nous sommes rentrés dans cette crise sanitaire. Nous avons pris du temps, je pense, sur le plan psychologique déjà pour saisir que nous avons l'ampleur de la crise sanitaire. Et lorsque, après, nous sommes entrés dans cette crise sanitaire, il fallait mettre en place des dispositifs. Les législateurs ont fait ce qui leur était possible pour pouvoir mettre en place ces dispositifs, mais nous n'avions pas le recul suffisant. Donc, pour aborder la question de l'organisation monolithique, donc il a fallu mettre en place un système de péréquation des institutions et des organismes. Déjà, péréquation entre les institutions même, péréquation entre les établissements publics et les établissements privés, tous les établissements, péréquation sur également les régions et les territoires les plus enclavés, où véritablement une des grosses problématiques importantes sur les taux de contamination. Il a fallu trouver une toute autre organisation. Il a fallu aussi parfois c'était pas dans les habitudes. Je pense que la crise que nous avons passée, ça a mis en jeu la question de la solidarité. Et il fallait de toute manière créer cette solidarité, cette prise de conscience que le collectif et le bien-être commun devaient passer au-dessus de tout pour pouvoir construire un tout autre type de fonctionnement. Et c'est la péréquation, donc je pense que ça a été la plus grande plus-value finalement de cette crise sanitaire. Maintenant, c'est comment l'hôpital public et les autres hôpitaux vont pouvoir poursuivre ce travail qui a été mis en place pour favoriser, fluidifier la prise en charge des patients, améliorer, être dans la performance sur les grands pôles, sur les hôpitaux qui en termes de matériel, en termes d'humain, je dirais, de force de travail, ont la capacité de pouvoir accueillir un certain nombre de personnes dans une situation de crise. Nous étions dans une situation de crise et il fallait répondre à cette situation de crise le plus urgemment possible, et qui nécessitait parfois aussi de pouvoir aller réquisitionner des institutions ou des organismes, de sorte à pouvoir fluidifier aussi, mobiliser autant que possible, mais parfois aussi par la loi mettre des injonctions à la solidarité. Et il a fallu, je pense, pour les législateurs, mettre en place des dispositions pour amener à favoriser ce système de péréquation. Donc je pense que l'organisation monolithique, essentiellement, je pense que c'est l'enseignement je dirais pas intéressant, mais le plus pertinent, celui qui est à reprendre, c'est la péréquation de notre système de prise en charge des patients. Et comment peut-on faire pour
pour pérenniser ce type de prise en charge dans les sites sans attendre les situations de crise. Nous étions dans une situation de crise, mais il a fallu réagir. Comment maintenant nous pouvons faire perdurer ce mode de fonctionnement pour fluidifier la prise en charge et avoir une cohérence sur les orientations notamment des patients, sur les prises en charge, qui ne sont pas simplement motivés ou mobilisés par par le rendement, mais également par l'aspect véritablement d'efficience de notre système de prise en charge. Voilà. Les hôpitaux publics sont dans un système concurrentiel et font face également aux hôpitaux privés, mais également aux ESPIC, qui sont des établissements à but non lucratif, mais qui ont un mode de fonctionnement un peu similaire à ceux des hôpitaux publics. Sur le développement, un autre aspect aussi de cette crise sanitaire qui a certainement, je pense, manqué dans l'organisation qui aurait dû se mettre en amont, c'est sur l'organisation, la coopération et la coordination entre l'hôpital et puis les soins de ville. Et ça reposait véritablement sur une coordination qui aurait dû se mettre en place, notamment auprès des différents établissements mis en place dans ce cadre-là, notamment les communautés professionnelles territoriales de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles, le dispositif d'appui à la coordination. Il y avait sur le terrain des atouts, je dirais, directement sur le terrain, qui n'ont pas forcément été valorisés pour justement fluidifier cette prise en charge et éviter de se retrouver pour l'hôpital public, que l'hôpital public ne puisse pas à un moment donné pouvoir accueillir des personnes, parce que ça a été une des réalités, c'est que des personnes ont été souvent renvoyées à leur domicile parce qu'il n'y avait pas de possibilité de prendre en charge, d'autant plus qu'on était dans une situation où il n'y avait pas encore de vaccin, il n'y avait pas cette visibilité sur quel médicament donner. Des patients, des citoyens se rendaient à l'hôpital, on leur conseillait de prendre des Doliprane, tout simplement, et de rentrer chez eux. Voilà. Je pense que c'est pour pas mal, et ça je vais l'aborder, mais sur l'image même des soignants et de l'hôpital, l'image des soignants a été quand même, sur une période, c'est quand même dégradé sur justement ce type de réponse ou de non-réponse à un besoin en santé. Donc, il y a la problématique sur le plan structurel, hein, comme le public cible était les personnes âgées les plus impactées. Il y avait une coordination à mettre en place, que ce soit auprès des établissements qui accueillent les personnes âgées, dont les EHPAD qui sont sous-médicalisés. Et il y avait cette coordination à mettre en place qui s'est mise en place assez tardivement avec le développement des équipes mobiles qui aurait dû être mise en place dès le début de la crise sanitaire. Mais c'est facile avec le recul de pouvoir tenir ce discours lorsque nous étions tous dans la crainte de savoir les effets de cette crise et s'il y aurait un lendemain, nous n'avions pas ce recul et cette possibilité d'analyse. Le pôle au sein de l'hôpital public qui a été le plus impacté, bien sûr, c'est le pôle des urgences, donc des soins non programmés, puisque la plupart des soignants qui souffraient de symptômes se rendaient directement aux urgences pour pour bénéficier de soins, en tout cas d'orientation. Sauf que ce secteur-là, en 2019 justement, c'est l'année où on a eu la crise des urgences, du secteur des urgences, et à laquelle la ministre alors, Agnès Buzyn, a dû apporter justement des réponses. Et c'est ce secteur-là finalement qui a également été très impacté par cette crise sanitaire, parce qu'il a fallu justement accueillir les malades en situation d'urgence, pouvoir les orienter, fluidifier les soins. Et donc finalement, le secteur des urgences il aurait fallu, il aurait toujours fallu, c'est toujours simple de dire il aurait fallu, mais dans l'organisation à mettre en place
parce que là, nous avons fait face à une crise sanitaire, mais on peut penser, et on l'espère le moins possible, mais qu'il y ait d'autres crises sanitaires de ce type, et, euh, et que peut-être pas en termes de pandémie, mais qui impacterait un certain nombre de la population. Et donc, pour pouvoir anticiper, il y a eu un manque de prévention. Il y a eu un manque de prévention, donc ça, sur l'acquisition des masques, notamment, euh, parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas cette crainte d'éventuellement qui aurait pu anticiper une pandémie mondiale. Je pense que c'était pas prévisible. Euh, et donc, concrètement, sur le plan du matériel, nous et l'ensemble des pays, nous avons été en difficulté sur les stocks qui étaient en cours, puisque depuis 2011, si je ne me trompe pas, et justement, les hôpitaux avaient reçu pour instruction au niveau des renouvellements des stocks, les stocks n'étaient plus renouvelés. Donc il y avait un souhait, une volonté politique justement, qui ne voyait plus l'intérêt de stocker un tel niveau de masque. Je vais passer à la question fonctionnelle. Donc, il y a la problématique liée à la T2A. Les hôpitaux publics ont développé développent des soins en ambulatoire, qui sont sur le plan financier beaucoup plus rentables pour les hôpitaux, puisque lorsque les patients restent sur de longues durées en hospitalisation, les tarifs de remboursement baissent. Donc les hôpitaux n'ont pas intérêt à ce que les patients restent sur une longue durée en hospitalisation. Quelles possibilités il y aurait eu, et là on peut imaginer toutes les possibilités, dont notamment les hôtels hospitaliers, hôtels qui accueillent justement des patients, là en l'occurrence principalement sur l'ambulatoire, avant ou après donc les soins, pour permettre de ne pas, pour alléger, je dirais, les frais d'hébergement et d'accueil des patients. Donc ça, c'est un système qui aurait pu, sur les hôtels hospitaliers, être développé également pour les patients en amont, pour pouvoir justement pouvoir fluidifier déjà la prise en charge, vu le nombre de patients qu'il fallait accueillir et le nombre de lits, puisqu'il a fallu fermer d'autres pôles pour pouvoir accueillir principalement des Covid-19. Vraiment, nous sommes arrivés à un moment où tout était centré sur le Covid-19. Et c'était toujours un petit peu le cas, mais c'est donc en abandonnant certains soins qui étaient effectués voilà, pour les malades. Donc il y a la question du remboursement, donc T2A, qui devrait nécessiter donc, une réforme sur justement le mode de remboursement, de sorte justement à ce que l'hôpital finalement, qui est ancré dans un système concurrentiel, ne soit pas tenté de l'ambulatoire à l'extrême, et que finalement les patients soient évacués très rapidement, parce qu'il faut rentabiliser justement les passages des patients. C'est posé la question également justement du traitement du flux des patients, et par quel mode finalement décide-t-on de soigner ou pas un patient. Euh, et donc ça a été au cœur, je pense, par rapport aux médecins, à la prise en charge des patients. Et je pense qu'il y a un fonctionnement dans l'hôpital qui peut se comprendre, mais qui peut être aussi problématique, c'est le fait que le directeur de l'hôpital n'ait pas sa possibilité de donner son point de vue sur les indications médicales. C'est-à-dire qu'il y a une véritable séparation entre ce qui peut paraître logique, si vous voulez, en termes, puisque souvent en plus le directeur n'est pas du corps médical,
Mais ce qui veut dire que le corps médical a un rôle, peut avoir soit un rôle de contre-pouvoir contre les directives de la direction, mais peut aussi avoir un rôle de toute puissance, puisqu'il n'y a techniquement pas de possibilité de contrôle véritable sur ce qui est mené par le corps médical. Il reste une minute. Sur le plan fonctionnel, il y a aussi la qualité de travail, la qualité de vie au travail, donc des équipes de manière globale. Je pense que le Ségur de la santé justement est venu apporter sur le plan financier un soutien en plus encourageant pour les équipes, mais au-delà de cela, il y a aussi le travail même à l'interne au sein et comment fonctionnent les équipes qui est à revoir également, que je n'aurai pas le temps d'aborder là ce soir. Pour ceux qui travaillent au milieu hospitalier, vous savez qu'en termes de lean management, en tout cas de fonctionnement même au sein des équipes et des hôpitaux, voilà. Il y a aussi à prendre en compte, à valoriser tous les métiers, et je dis bien tous les métiers, et pas seulement les métiers comme les médecins, souvent sont très valorisés, alors qu'il y a d'autres métiers qui pourraient être aussi valorisés. Tous les métiers doivent être valorisés, mis en avant, et c'est l'objectif un peu des communications qui sont développées, notamment au niveau de la PHP. Oh là 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 là, c'est embêtant. Je me tâte à souscrire. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Et je me tâte à souscrire à la formule, à l'abonnement, mais 800 € en une fois. Je devrais lui demander si je peux payer en 2 fois. Parce que, en une fois, ça fait. Je n'ai pas tout dit. Et ça m'embête de ne pas avoir tout dit. Ça m'embête de ne pas avoir tout dit. Je télécharge ça. Voilà. Sur la partie fonctionnelle. Donc sur la partie fonctionnelle, il y a la qualité de vie au travail, et donc la qualité de vie au travail, c'est aussi valoriser donc les différents métiers, que ce soit sur le plan financier, que sur le plan également de la communication interne. Il y a sur le plan fonctionnel, j'avais mis quoi d'autre, le positionnement donc du médecin, qui ont quand même une toute puissance, je trouve, au sein des hôpitaux. Et finalement, le directeur, je trouve que le directeur devrait avoir quand même une possibilité. Je vais pas me faire. Bon, je vais me pas, les médecins ne vont pas apprécier ce que j'ai dit là. Je ne vont pas apprécier du tout ce que je dis. Mais autant le corps médical peut être un contre-pouvoir contre une direction beaucoup trop orientée vers la rentabilité, mais autant on peut considérer que le corps médical peut être aussi dans une toute puissance. Donc ça dépend. Voilà. Donc je vais le lancer. Je vais le mettre sur. Ah ben oui, c'est normal. Je suis. Bon, comment je fais pour sortir de là, aller chercher l'événement et puis rentrer. Quels
enseignements. Allez, je lance la vidéo. Avant, je n'avais pas cette indication des 15 minutes. Aujourd'hui, ils me mettent une indication de 15 minutes. La première vidéo, je l'ai montée directement. Pourquoi est-ce que je... C'est pas mon meilleur, c'est pas ma meilleure présentation. Ni en termes de présentation. Sur un sujet en plus que je connais assez bien. Mais j'ai dû rester un peu tard au travail et donc je n'ai pas eu le temps que je voulais. Est-ce que j'ai écrit un petit message? Ouais. Je dois regarder un film.
les institutions. Et institutions sur... Sur le recul. Encore une minute. De toute façon, 20 minutes, c'est pas suffisant
pour aborder toute la complexité des sujets que je lance, parce qu'en plus ce sont des sujets assez pointus généralement. Et donc 20 minutes, et si bon bref, ce sont des sujets assez pointus, 20 minutes c'est pas suffisant pour pouvoir répondre à ça. Afficher analytique, paramètres expérimentaux. Ok. Qu'est-ce qui plaît? Alors c'est le webinaire. Vidéo plus regardée, la loi handicap. J'ai le dispositif le moins à faire. Je vais le faire. Ah, la loi handicap a beaucoup plu.
un numéro 2 sur ça. Il y a un numéro 2 sur ça. Je me demande si je vais pas annuler toutes les prochaines pour faire sur YouTube directement. Ça serait en vidéo directement sur YouTube. C'est une dépense que je ne peux pas rajouter dans toutes les dépenses que j'ai à faire. Donc, je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'il m'a dit maintenant? Une facturation. En fait, soit c'est rentable parce que ça me permet directement de rentrer en contact avec les personnes et puis ça peut être très vite rentable, les 800 euros. Comme ça peut ne pas l'être. Comme ça peut ne pas l'être.
et aller faire mon sport. Ça va faire du bien.
Bien. J'ai une dictée à faire. Il faut que je termine la fin de la semaine. D'ici la fin de la semaine. Dimanche, il faut que lundi, ça soit quand même déposé, ça soit envoyé. Donc, c'est pas limité à 15 minutes, mais quelque chose sur